On vous a dit comment cette constitution est née. Même si on n'accepte pas, cette constitution a été, la mouture principale vient de l'université de Liège. N'est-ce pas? On a tous les témoignages là-dessus. Ce n'est pas quand quelqu'un vous présente un texte et que vous corrigez la virgule et le point, vous ajoutez un petit, que le texte revient à vous. C'est une constitution étrangère. Et j'ai beaucoup aimé le terme utilisé par le représentant de Nujito, le péché originel de 1960. N'est-ce pas? Où on nous a donné une constitution qui a créé des problèmes au pays. L'application de cette constitution n'a pas atteint les objectifs assignés. Aujourd'hui, le pays est divisé, affaibli, appauvri plutôt, attaqué, humilié, pillé, économiquement balkanisé. Les gens vivent quotidiennement l'enfer de misère sur un paradis de ressources. Les populations congolaises vivent dans l'incertitude. Même nous tous ici, beaucoup d'entre nous en venant, n'est-ce pas, ils ne savent pas s'ils vont être arrêtés en cours de route ou pas, n'est-ce pas? Donc tout le monde vit dans l'incertitude du lendemain. Et nous sommes arrivés à une situation où, n'est-ce pas, on défend la décentralisation, je ne sais pas ce que ça a apporté, mais ça a remis le tribalisme au plus haut niveau de chaque province. Donc l'intra-tribalisme, les gens d'en haut, les gens d'en bas, les gens de telle rivière, les gens de telle rivière, dans la même tribu, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça a apporté. La première manière, c'est sous l'angle de son efficacité ou même de son efficience. C'est-à-dire, il s'agit de voir si les objectifs qui ont été assignés au texte ont été atteints ou pas, si le texte a évoqué des changements voulus ou pas. Nous allons vous dire tout de suite que comme j'hésite à faire ce genre de bilan, parce que je suis toujours pari en face, parce que vous trouverez toujours des gens qui trouveront le verre à moitié vide et à moitié plein. Et donc, je ne veux pas m'adapter sur ce terrain. En plus, je n'ai pas toutes les compétences du monde, parce que vous entendrez, on vous dira que ce n'est pas un débat d'un seul juriste, il y a des politologues, des sociologues, des économistes, des philosophes. Et comme je n'en suis pas là, ça ne pouvait vraiment pas faire le bilan de l'efficacité ou de l'efficience de la Constitution. La deuxième manière de faire le bilan d'un texte juridique comme la Constitution, c'est sous l'angle de sa cohérence juridique interne. C'est-à-dire la manière dont on traduit dans les textes constitutionnels le projet de société que l'on définit à l'avance et la manière dont les solutions sont avancées pour atteindre cet objectif. Voilà, ça c'est le travail que peut faire un juriste, parce qu'il s'agit à ce moment-là de faire une interprétation littérale, même fondée sur la philologie, de la Constitution, qui, comme je dois le rappeler, n'est pas un texte qui vient du ciel, c'est un texte qui est élaboré en tenant compte des réalités politiques, sociales, économiques du pays. Et donc, sous ce plan-là, sous cet angle-là, vous pouvez donc, bon, après 20 ans d'observation de cette constitution de lecture, dire quand même à un édifice juridique qui a été conçu de manière, je dirais, complète. À ce que je vais le justifier. Et ensuite, même si c'est un texte juridique complet, il demeure quand même inachevé. Parce que par-ci par-là, il y a toujours des choses à régler. Je tente donc de démontrer cela en divisant mon exposé en deux parties égales que je vais très vite. Premièrement, la Constitution est un édifice complet. La Constitution congolaise de 2006, celle-ci, je ne parle pas en effet de la Constitution de la transition du 4 avril 2003, parce que souvent on fait un mélange des deux. La Constitution de la transition est issue du dialogue intercongolais. Il a même été publié au journal officiel en même temps que l'accord global et inclusif. C'est là qu'est la problème de la Constitution, ce texte-là. Mais ce texte-ci a été élaboré conforme également à la Constitution de la transition, mais à le Parlement de la transition. L'avant-projet par le Sénat, le projet par l'Assemblée nationale, est soumis au référendum populaire, quelle que soit la condition dans laquelle le référendum s'est déroulé juridiquement, il s'agit de l'expression de la volonté souveraine du peuple. Mais précédé par une consultation, le monde l'a dit, sur les options fondamentales.
organisateurs sont descendus dans leur base et ont consulté plusieurs groupes politiques sur ces options. Et donc, cette idée qui consiste toujours à dire c'est un texte d'origine étrangère qui a été élaboré à l'étranger, c'est vrai qu'il y a eu des experts étrangers, mais des collègues qui ont participé à une raison si la proportion de ces étrangers était supérieure à celle de l'Europe. En tout cas, cette constitution que nous avons a été rédigée par les gens. Maintenant, pourquoi s'agit-il que c'est un texte constitutionnel contraire et difficile juridiquement complet? Parce que, premièrement, cette constitution, sur le plan des droits fondamentaux, je dis toujours qu'elle est la plus généreuse de toutes depuis 1960. Et deuxièmement, sur le plan de certaines élections politiques majeures qui ont utilisé la classe politique congolaise, c'est la constitution la plus consensuelle. D'abord, pourquoi je dis que c'est la plus généreuse en matière de droits fondamentaux? Elle contient plus de 60 articles relatifs aux droits fondamentaux, à l'intérieur desquels vous trouvez plus de 100 droits de liberté qui sont reconnus aux citoyens. Vous avez un certain nombre de droits que je qualifie comme des droits de fondation de l'État démocratique. Il s'agit de ce qu'on appelle les droits civils et politiques, dont le droit à la vie est le plus haut. Vous avez aussi des droits que je considère comme des droits d'élévation, d'élévation vers le mur démocratique, c'est-à-dire des droits économiques sociaux qui permettent de mener des existences libres dans l'État démocratique. Et vous avez aussi des droits que je qualifie des droits de couverture de l'édifice constitutionnel, parce qu'il s'agit des droits culturels, des droits collectifs, voire même des droits écologiques qui sont réconçus. Mais ce n'est pas simplement le fait d'avoir ces droits, c'est aussi le fait que cette constitution prévoit la 61, ce qu'on appelle le non-négociable de droits, c'est-à-dire des droits indérogeables, même si nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. En aucun cas, même pendant l'état de situation, l'état d'urgence, pour permettre de former la Constitution, il ne peut être dérogé à une liste de droits qui existent dans cette Constitution, comme le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage, même l'interdiction de l'emprisonnement, les droits de la défense, etc. Donc, de ce point de vue-là, quantitativement, c'est un texte beaucoup plus dense que tous les autres que nous avons connus. Deuxièmement, il y a une garantie importante qui est l'alinéa 2 qui interdit de réviser la Constitution sans que la réduction des droits qui sont déjà adoptés. Ça veut dire que nous avons la garantie que la liste des droits fondamentaux que nous avons ici, ainsi que les garanties fondamentales pour les exercer, ne peuvent plus être revues à la baisse. On ne peut plus légiférer à rebours pour diminuer l'état, la qualité, la quantité des droits qui sont là. C'est un effet de cliquet, un effet cliquet important qu'on appelle en anglais l'effet sensible, qui ne permet pas à la République démocratique de Congo de rentrer en arrière en matière de droits fondamentaux. Voilà pourquoi je dis que c'est un texte plus généreux que tous les autres. Alors, vous avez aussi des garanties d'ordre institutionnel qui sont mises en place à ce niveau judiciaire et comme le garant des droits fondamentaux, enseignant à tout constitutionnel et toutes les autres juridictions. Deuxièmement, c'est un texte le plus consensuel sur quelles options? Sur le manque d'État fondateur, sur le régime. Vous savez, ces questions ont toujours divisé la place depuis 1960. Sur la forme de l'État, on n'a jamais eu de consensus pour les unitaristes et les fédéralistes. Et nous pêche aux uns aux autres. Il y a toujours dans les articles de la Constitution cette opposition qui va demeurer parce qu'il y a aussi des arguments pour et des arguments contre. J'espère que ceux qui demandent la révision de cette Constitution dans un sens ou dans l'autre vont avoir la majorité nécessaire pour faire part de la texte. Deuxièmement, sur la question du régime politique, les rédacteurs de la Constitution étaient bien conscients qu'il y a d'une part des partisans du parlementarisme et d'autre part des partisans du présidentialisme. Et pour couper la part en deux, ils ont mis en place un régime intermédiaire qu'on appelle le régime parlementaire rationalisé pour moi, ou le régime semi-présidentiel, ou semi-parlementaire pour d'autres. Dans le premier cas, on a rejeté le fédéralisme, on a rejeté le militarisme, on a recueilli le régionalisme constitutionnel avec des traits qui ont été
ne reviendrai pas tous peut-être pendant la guerre. Voilà pourquoi je dis que c'est un texte juridique complet, parce qu'il contient toutes les matières nécessaires à un système constitutionnel. Mais pourquoi je dis que ça reste quand même un texte marché? Oui, il y a des chantiers de la Constitution. D'abord, sur le plan de son équité, il y a des choses à améliorer. Deuxièmement, sur le plan du fond, il y a des articles qui méritent d'être complétés. Par exemple, l'article 10 qui définit que la nationalité est obligée, ça définit la nationalité, l'acquisition individuelle. L'article 9 qui parle de la souveraineté des États sur les espaces, sans affirmer clairement que les sols sera appartiennent à l'État. Donc, il y a des choses que nous pouvons réécrire dans cette constitution pour l'améliorer. Deuxième élément qui pousse à ce soit un texte à achever, c'est que la plupart des lois d'application qui sont prévues dans la Constitution n'ont pas encore été adoptées jusqu'à présent dans les Parlement. J'en ai listé, il y a plus d'une trentaine, plus d'une quarantaine de lois adoptées pour compléter la Constitution. Mais si le principe peut être utile, que le texte peut être achevé, comment le faire? Parce que la grande question, c'est celle. Comment procéder? La première étape, c'est celle qui consiste à dire on peut retoucher modérément la Constitution, c'est-à-dire la révision. Bon, pour la révision, on sait que les articles 218 à 220 prévoient la procédure, ainsi que les limitations nécessaires quand aux circonstances et quand on cherche pour parler de la Constitution. Il reste maintenant la question de savoir si on peut procéder au changement de la Constitution. L'hypothèse de la révision totale de notre Constitution n'est pas arrêtée dans notre Constitution. Ce qui est possible, c'est qu'effectivement, on peut obtenir le changement exigé de loi de la Constitution si on touche l'article 220. Alors, la question, c'est de savoir si cet article peut être touché pour nous. Sur la base du titre concernant la révision constitutionnelle, c'est impossible. Parce que là, le Congrès n'est pas compétent pour toucher aux matières qui sont centralisées. Même le peuple qui adopte le référendum sur la base de la révision, c'est un peuple qui détend, qui est limité même par les conditions du fonds et les fonds qui sont fixés aux articles 218 et 220. Il ne reste que l'article 5. L'article 5, il dit que le peuple peut exercer son pouvoir de manière directe par voie du référendum. Alors, cet article dit que pour que le référendum soit organisé, il faut que le Parlement adopte une loi pour fixer les conditions. Aujourd'hui, depuis 2006, nous avons la loi sur les élections. Mais nous n'avons pas la loi sur les référendums. C'est un enjeu de 2005, qui avait permis l'adoption de cette constitution, est limité par l'objet constitutionnel. Or, le référendum de la Constitution, il porte pas sur la Constitution. Il porte aussi sur le transfert de la capitale, sur le change à la direction des territoires. Nous, il faut élargir cette loi et que le Parlement puisse adopter cette loi avant d'envisager toute procédure quelconque de révision ou de changement de la Constitution. Mais si nous adoptons cette loi, parce que comme député, je suis initiateur de cette proposition de loi, comment faire maintenant pour atteindre l'article 220? Je signale que l'article 220 ne peut pas être modifié que dans le sens de la suppression. Il peut aussi être modifié dans le sens de l'augmentation de certains principes. On peut même regarder. On estime par exemple que le principe de l'hétérosexualité du mariage peut être mis dans l'article 220 pour qu'il ne vienne jamais. Maintenant, comment y aller? Pour y arriver, il faut d'abord essayer de faire. Et deuxièmement, il faut que la loi sur les référendums, et spécialement sur les référendums constitutionnels, puisse prévoir deux grands principes. Le premier principe, c'est que toute initiative de révision constitutionnelle ou de changement constitutionnel doit faire l'objet d'abord d'une expertise au niveau des universitaires, ensuite d'un large consensus politique et social. Et ce consensus doit être recherché aussi bien au niveau des institutions qu'en dehors des institutions. C'est le premier principe. Deuxième principe, il faut que c'est acquis qu'il faut toucher à l'article 220 dans un sens ou dans l'autre. Il faut organiser les élections à l'Assemblée constitutionnelle pour avoir des députés qui viendront spécialement adopter une constitution nouvelle. Pourquoi? Parce que le Parlement actuel, je l'ai dit, nous n'avons pas été élus pour changer les constitutions. Nous avons été élus
pour réviser la Constitution, notamment dans le cas des articles 218 à 220. Donc, nous n'avons pas ce mandat. Le Congrès n'a pas ce mandat. Il y a donc défaut de qualité de Congrès. Deuxième argument, on ne peut pas faire comme c'est leur plan. On ne peut pas d'abord modifier l'article 220 lui-même, ce genre de proposition, donc procéder par une double révision. C'est-à-dire, comme l'article 220 ne se déroule pas lui-même, on commence d'abord par le réviser, ensuite pour rentrer dans les matières. Ça c'est la parfaite opération qu'on appelle en c'est-à-dire qu'on fait semblant de respecter son résumé, mais on vient à sa lettre, mais on veut de l'esprit. On est et puis que c'est la 220 ne sait pas vérifier. Est-ce qu'un caméra peut vérifier sans se vérifier lui-même? Et donc, nous ne pouvons pas, dans le cas du Congrès, procéder à ce genre de réforme. Donc, un référendum populaire, après l'élection à l'Assemblée constitutionnelle, et lorsque l'Assemblée constitutionnelle aura adopté une nouvelle constitution, cette nouvelle constitution doit être soumise à la ratification du peuple pour que ça soit considéré comme une constitution nouvelle et véritablement Je suis envie de l'échange. Nous allons passer à présent à la proposition communautaire. On va juste l'édition, le professeur est disponible pour y répondre. Maintenant, tenter la parole. Professeur Bruno Jolo et Momo, professeur à la faculté des sciences sociales et politiques et de l'Université de Kinshasa. Il va revenir sur un sujet, un mot que le professeur débat chez lui personnellement, dédramatiser le changement de la Constitution dans le contexte congolais. Monsieur le professeur Bruno, vous accorde la parole 10 minutes. Merci beaucoup de la parole accordée et remerciements renouvelés aux organisateurs. J'ai aimé lorsque le professeur André Bata a demandé à ce que les débats soient ramenés dans son cadre originel, à lieu de place, que ça se passe dans les pages Facebook et autres. C'est une rupture épistémologique qui va faire en sorte que cet échange soit beaucoup plus objectif. Alors, les débats se situent entre deux tendances, et moi-même je vais le situer. Nous avons une tendance qui considère que c'est le fait qui est le problème. Et l'autre tendance qui estime que ce sont les acteurs. Alors, pour entrer dans le vif du débat, il faut d'abord dédramatiser cette histoire, cette question de la révision. C'est un fait. On peut y arriver, c'est nous-mêmes qui avons mis ça en place, nous-mêmes nous pouvons y prévenir et modifier. C'est perfectible. Imaginez-vous si on peut passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, a fortiori la Constitution. La loi éternelle, inspirée par les hommes, mais on arrive quand même à changer. C'est quand même responsable qu'on se dise que c'est une œuvre humaine qui est perfectible et qui n'est pas éternelle. Personne ne mourra si on la change. Le soleil va se lever de l'est, il va se coucher à l'ouest. Il n'y a pas grand-chose. Alors, il faudrait reconnaître le mérite de cette constitution, mais avant que je n'en parle, j'aimerais dire que ceux qui considèrent que cette constitution est le problème sont dans le paradigme déterministe qui considère qu'il faut prendre les faits sociaux comme des choses et dont la cause doit être recherchée dans les faits sociaux antérieurs. Il soutient quel argument? C'est une constitution de belligérants. Donc, on doit changer ça. Donc, la cause, c'est parce que c'est une constitution des belligérants qu'on doit changer. D'autres qui estiment que ce sont les acteurs qui sont le problème n'ont pas aussi tort. Pourquoi? Parce que le paradigme individualiste considère que la Renaissance, l'existence de faits sociopolitiques sont l'œuvre de l'homme. Et John Stuart Mill dit à ce sujet que dans l'axiomatique utilitariste, bien des comportements humains sont l'œuvre des intérêts. Donc,
Si les acteurs utilisent cette constitution pour leurs intérêts, c'est net normal que les gens considèrent que c'est acteur qui est le texte et nous descendons. Parce que j'ai parlé des mérites. C'est une constitution qui nous a aidé à restaurer l'autorité de l'État, nous n'allons pas le nier. Ça nous a aidé à stabiliser les institutions, ça nous a aidé à réunifier les territoires nationaux. Personne ne peut dire le contraire. Mais aussi, c'est une constitution qui a beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses en ce sens que si vous entrez dedans, l'article 1er, alinéa 3, il vous dit notre devise, c'est la justice, paix, travail. On n'a pas de justice. C'est une grande faiblesse. Ça ne vient pas de moi seul. C'est aussi le constat du premier citoyen qui dit qu'il a été déçu. Cette justice, selon lui, il pensait, comme c'est dit dans la Bible, la justice est la vie d'une nation. Mais il s'est rendu compte qu'en se fiant au pouvoir judiciaire, cette justice détruit la nation au contraire. C'est parmi les actifs inutiles à mettre dans cette constitution et qui pourrait, dans une certaine mesure, justifier son changement. Mais cela n'est qu'un fait. Imaginez-vous, parce qu'on parle de la justice n'est pas que coercitive, elle est aussi distributive. Mais quand un individu, congolais de son État, peut se taper le luxe de voler l'argent de tout le monde et s'en approprier. C'est le Conseil du chef de l'État qui l'a dit en 2015. Les conseillers en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et blanchissement des capitaux, il dit là de se faire 15 milliards de dollars par an. Où est la justice? C'est-à-dire, ça n'existe pas. C'est parmi les faiblesses à mettre dans la unité de cette constitution. Le simple fait pour la constitution, à l'article 5, je crois, alinéa 4, quatrième, il rend universel les scrutins. Alors que nous sommes dans un pays à démographie très élevée des analphabètes. C'est-à-dire que ce sont les illettrés qui font les choix des dirigeants. Et parce que ce sont eux qui font le choix des dirigeants, voilà la suite. C'est un problème très sérieux. Alors que sous d'autres cieux, on a évolué avec le type de scrutin. Si ce n'est pas capacitaire, ça peut être censitaire, ça peut être comme ça, justement pour rationaliser les choix de l'acteur, les choix de celui qui va prédestiner la République. Mais chez nous, en généralisant, on dit les droits de vote, c'est à tout le monde. Voilà les conséquences. Contre un polo, il donne une voix. Ignorant qu'il hypothèque l'avenir de la République. Contre du seul, il donne une voix. Et alors, il n'y a pas que ça. Lorsque vous voyez une guerre, ça a une signification. C'est-à-dire que la Constitution qui devrait être porteuse des aspirations de tout un peuple n'a pas pris en charge certains revendiquent ou qui se trouvent être marginalisés. Donc, c'est une explication. Quand un groupe vous dit nous prenons les armes, pourquoi prendre les armes? Oh, nous sommes marginalisés. Donc, quelque part, il y a à se questionner sur est-ce que cette constitution avait résolu l'ensemble des problèmes ou encore il y en a d'autres. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque on arrive face à des crises économiques, crises politiques conséquentes, on convoque les consultations nationales. On vous dit 2012-2013, on doit convoquer les consultations nationales. Mais pourquoi alors que la Constitution a satisfait aux attentes de tout le monde? Si on doit apporter un bémol ou encore un accord pour suppléer à cette condition, c'est qu'elle justifie son obsolescence quelque part. En 2016-2017, on dit qu'il faut un autre dialogue, mais il ne donne pas. Mais pourquoi? Le problème, c'est à quel niveau? Veut dire qu'il y a encore des trous, il y a des failles dans cette constitution qu'elle n'a pas pu apporter solution et ça nous rattrape. 2017 qui finissant encore un autre dialogue, mais l'Église catholique machin, c'est parmi les faits qui montrent à suffisance que cette structure, parce que, rappelez-vous, dans la pensée
des tenants du paradigme déterministe, la structure ici, c'est aussi la Constitution. C'est tout texte appelé à réglementer le fonctionnement d'une structure. Et s'il y a défaillance fonctionnelle, on dit que c'est le texte. Et alors, ils n'ont pas menti. Lorsque les députés provinciaux font des gouverneurs, là, font des commerces, c'est quand même très aberrant. Il n'y a pas un bilan de 5 ans pour la République, étant donné qu'à chaque 2 ans, il doit y avoir changement de gouverneur. C'est quand même trop ridicule. Est-ce que cette constitution peut vraiment valoir la peine et être acceptée à prédestiner l'avenir de la République et de tout un peuple? Je ne sais pas. Mais entre les deux arguments qui sont devant nous, je pense que la réponse serait celle donnée par Anthony Dédase, qui estime dans la structuration, il considère que le problème n'est pas toujours forcément l'homme. Ou même s'il l'était, toute la responsabilité ne doit pas être jetée sur l'homme. Le texte aussi peut être un problème. Ce qui fait que la structuration, en dehors du paradigme individualiste qui considère que c'est l'homme le problème, ou du paradigme déterministe qui dit que c'est la structure le problème, il vous dit les deux sont problématiques. Que faire? Pour nous, parce que nous avons pris cette position, nous considérons qu'on ne peut pas changer la Constitution et laisser l'homme dans son état déprogrammé et reprogrammé par la colonisation. Vous savez que lorsque le 1er juillet 1885, nous devenons colonie, on nous a déprogrammés. C'est-à-dire en 1885, au mois de juin, les 30, nous étions encore citoyens africains programmés en fonction de notre culture. Nous étions encore des hommes libres. Et lorsque le 1er juillet, nous sommes colonisés, c'est qu'on nous a déprogrammés et on nous a programmé un système colonisateur. De cette façon, même lorsqu'on a accédé à l'indépendance, nous ne nous sommes pas déprogrammés. On a juste pris un texte qu'on nous a légué. Et même, on dit voilà, vous devenez État, prenez ce texte et vous allez fonctionner. Mais dans l'entretemps, nous sommes restés avec les systèmes colonisateurs dans nos têtes. Un système implanté. Qu'est-ce qu'il faut? Si nous avons visé le changement de la Constitution, c'est que nous devons aussi déprogrammer et reprogrammer l'homme congolais afin qu'il soit porteur de son destin, à travers quoi? La refondation de la République. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces 5 questions que je me suis toujours posées. Qui sommes-nous? Où sommes-nous? D'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous? Merci, monsieur le professeur. Si on veut applaudir notre professeur de nom et ici, pour tous les autres intervenants qui sont passés avant lui. Nous poursuivons avec l'exploration scientifique de ce haut thème, bilan et perspectives des 20 ans de notre Constitution. Et je constate qu'il y a une forte appétence intellectuelle ici. Nous allons à présent suivre une prochaine communication. Je vous lis d'abord son titre. Faut-il modifier ou changer la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006? Cette communication nous vient de loin. Avant de prendre le professeur Élie Bombéli, nous nous rendons donc vers le nord de l'Afrique, en Égypte plus précisément, d'où nous est envoyée la communication du professeur Évariste Bochard. Je présente rapidement le professeur alors qu'on a fait la descendre le tableau pour suivre la projection sur la vidéo. Professeur Bochard et professeur. Je vous ai informé. On nous signale que ça peut prendre plus de temps de faire descendre le tableau. On va donc prendre le professeur Élie Bombéli, qui va nous entretenir sur la Constitution de la RDC du 18 février 2006, impossible émergence d'une nation. Nous applaudissons s'il vous plaît pour le professeur Élie Bombéli.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie encore une fois les organisateurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord donner une petite précision. Quand on discute sur la Constitution, il y a deux catégories d'intervenants. Il y en a qui sont des engagés politiques. Engagés politiquement, n'est-ce pas? Chacun défend son camp. Moi-même, avant de prendre ma retraite en politique, j'étais dans un camp. Nous avions envisagé le changement de la Constitution. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient contesté. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui avaient voulu le faire hier, qui sont en train de contester. Alors là, ce sont des intérêts politiciens. Mais ici, nous devons parler comme scientifiques. Nous devons voir un peu l'intérêt de notre pays. Alors, je vous précise aussi que je ne suis pas juriste. Et parce que je ne suis pas juriste, je ne vois pas la beauté du texte, la finesse des formes, l'argumentation, etc. Moi, je suis sociologue. Le sociologue voit les faits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Par exemple, on parle de l'article 220. L'article 220 dit le principe du suffrage universel ne peut pas être remis en question. Ça a donné quoi au pays? Je pense que mon collègue, j'ai l'habitude de l'appeler mon fils, n'est-ce pas? Et mon produit, n'est-ce pas? Il vient de le dire. Ça a donné quoi le principe du suffrage universel? Devons-nous retenir ça seulement parce que c'est écrit? Et on ne remet pas en question l'indépendance du pouvoir judiciaire. Indépendance du pouvoir judiciaire, ça a donné quoi au pays? N'est-ce pas? Le pluralisme politique et syndical. Il y a plus de 1000 partis. Je pense que c'est le pays qui a le plus grand nombre de partis au monde. Ça a donné quoi au pays? Rien. N'est-ce pas? Voilà comment le sociologue raisonne, il part des faits. Alors, nous pensons que le rôle de l'État est simple. Le rôle de l'État se limite à rendre le pays vivable, c'est-à-dire protéger les citoyens et leur donner des conditions de vivre dans un certain bien-être. C'est difficile à définir parce que ça dépend de chaque pays à l'autre, mais il faut un certain bien-être. Or, un pays s'organise par la Constitution. Et la Constitution, n'est-ce pas, c'est cette loi, des lois, qui permet à un pays de créer des institutions, de mettre en place des institutions pour emmener le pays vers ce but qui est le bien-être social. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous n'avons obtenu ni la paix, ni la cohésion nationale, ni l'émergence du pays. Au contraire, n'est-ce pas, c'est la chute. Et c'est dans cet esprit que je place mon intervention. Le bilan, je pense que tout le monde a constaté que le bilan était négatif. N'est-ce pas? On vous a dit comment cette constitution est née, même si on n'accepte pas. Cette constitution a été, la mouture principale vient de l'université de Liège. N'est-ce pas? On a tous les témoignages là-dessus. Ce n'est pas quand quelqu'un vous présente un texte et que vous corrigez la virgule et le point, vous ajoutez un petit, que le texte revient à vous. C'est une constitution étrangère. Et j'ai beaucoup aimé le terme utilisé par le représentant de Nujito, le péché originel de 1960. N'est-ce pas? Où on nous a donné une constitution qui a créé des problèmes au pays. L'application de cette constitution n'a pas atteint les objectifs assignés. Aujourd'hui, le pays est divisé, affaibli, appauvri, attaqué, humilié, pillé, économiquement balkanisé.
Les gens vivent quotidiennement l'enfer des misères sur un paradis de ressources. Les populations congolaises vivent dans l'incertitude. Même nous tous ici, beaucoup d'entre nous en venant, n'est-ce pas, ils ne savent pas s'ils vont être arrêtés en cours de route ou pas, n'est-ce pas? Donc tout le monde vit dans l'incertitude du lendemain. Et nous sommes arrivés à une situation où, n'est-ce pas, on défend la décentralisation, je ne sais pas ce que ça a apporté, mais ça a remis le tribalisme au plus haut niveau de chaque province. Donc l'intra-tribalisme, les gens d'en haut, les gens d'en bas, les gens de telle rivière, les gens de telle rivière, dans la même tribu, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça a apporté. Les partis politiques. Et je voulais dire que cette constitution a rendu les provinces ingouvernables, l'armée faible et vulnérable, la police tracassière, l'administration ennuyante, les institutions incompétentes, la magistrature injuste, les humains irresponsables et les replis identitaires. Replis identitaires, j'ai lu le prof Moïla Tiembe, qui est un ami, j'étais convaincu qu'il avait raison. Mais hier, j'ai eu le texte, un petit texte de 17 pages, de 15 pages, d'un politologue, le prof Fanfak, qui parle de la construction d'une nation sans se référer aux tribus. Et j'ai trouvé qu'il était de loin meilleur plutôt que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moi-même, j'étais commissaire urbain à Kananga, n'est-ce pas? J'étais encore jeune et je m'étais mieux senti là-bas que quand je me retrouvais chez moi. Alors, comment construire une identité congolaise inclusive qui ne puisse pas catégoriser les gens selon leur origine? Ça, c'est un problème. Nous sommes aujourd'hui, il y a le professeur Gissa qui a parlé de l'État vampire, n'est-ce pas? Et dans ce sens-là, moi je parle d'un État sorcier. Qu'est-ce que signifie État sorcier? Un État qui, depuis son origine avec Léopold II, ne fait que nuire à la population. Toutes les mesures qu'on prend, n'est-ce pas? Même les bonnes mesures se traduisent toujours en problème pour la population. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive maintenant que la population, par réflexe de survie, parce qu'ils doivent survivre, ils doivent eux aussi chercher des stratégies sorcières pour contrer la sorcellerie de l'État. La conséquence, c'est que nous sommes tous ici, chacun de nous commet au moins 5 infractions par jour pour survivre. On doit violer la loi au moins 5 fois pour survivre. On insulte, on corrompt, on vole si on peut le faire, etc., etc. Alors, nous devons donc réfléchir sur notre pays de manière objective. Parce que comme les universitaires ne réfléchissent plus, vous devenez tous des universitaires inintelligents. C'est-à-dire, vous ne comprenez même plus ce qui se passe dans le pays. Et alors, les charlatans nous remplacent dans les débats. C'est pour cela que vous voyez le succès des réseaux sociaux. Alors, et nous sommes revenus au degré zéro, comme disait Kankwenda, mon maître Kankwenda, n'est-ce pas, de la dynamique politique en RDC. Alors, que faire? Pourquoi nous nous accrochons à ce qui ne marche pas? La démocratie. Nous nous accrochons, tout le monde, non, processus démocratique, ça a apporté quoi à l'Afrique même? Et dans le monde, dans l'histoire du développement des pays, aucun pays n'a été développé par la démocratie. Le système démocratique est une conséquence d'un certain niveau atteint. Les Européens sont dans cette situation parce qu'ils avaient surexploité l'Afrique. Ce sont les Noirs, les Noirs africains qui ont construit
le capitalisme américain. Alors, ici, on nous donne démocratie. Tout le monde répète démocratie. C'est quoi? Même dans les pays occidentaux, il n'y a pas deux pays qui votent de la même façon. Chaque pays a son système électoral. Mais pourquoi nous ici, on nous impose un système électoral, n'est-ce pas, dont mon jeune collègue ici a dit que dans un pays des illettrés, n'est-ce pas, vous venez avec un suffrage universel où le Cheikh a la même capacité de voter que le doyen de la faculté de droit. Alors, il nous faut donc réfléchir des institutions propres à nous. J'ai été content de voir que beaucoup d'entre nous ici en ont parlé, surtout le tout premier intervenant qui a cité les Congolais, parce que nous n'avons pas l'habitude de nous lire. Les institutions ne s'importent pas. Les institutions doivent émaner de nous. Nos propres besoins, nous les théorisons et nous créons des institutions en conséquence. Or, jusqu'ici, nous ne faisons que reprendre, continuer les institutions coloniales. Alors, je vais terminer en disant ceci que Monsieur l'honorable Lisanga a posé une question ici. On n'a pas répondu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que nous plaindre. Quand est-ce que nous allons passer à l'action? Un groupe de... Parce qu'après ici, ce sera terminé. On va publier, personne ne lira d'ailleurs. N'est-ce pas? Quand est-ce que nous allons constituer une force intellectuelle réelle pour ce pays? Pour réfléchir sur nos problèmes, pour réfléchir sur nos traditions. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'individualisme européen quand on nous a déprogrammés. Parce que nous, les Africains, nous sommes communautaristes. Où est parti cet esprit? N'est-ce pas? La justice, est-ce que la justice n'existait pas chez nous? Pour trancher, il faut porter des toges. On portait des toges pour juger les différents. Donc, nous avons trop imité et nous avons mal imité, n'est-ce pas? Nous devons réfléchir maintenant sur les problèmes qui sont les nôtres. Et nous devons, n'est-ce pas? La dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour nous? Voilà la question que chacun de vous doit se poser. Qu'est-ce qu'il faut pour ce pays? Merci. Voilà.